La coupe est pleine, voilà le titre d'un texte qui est en fait un véritable cri du cœur. Il met en scène une opposition assez radicale. D'un côté, on a le courage de l'individu, seul face au système, et de l'autre, ce que l'auteur dénonce comme une sorte de soumission collective à un État moderne devenu omniprésent. Allez, on va décortiquer ensemble cette pensée assez percutante. Alors le texte s'ouvre sur cette citation d'Élie de Saint-Marc et c'est vraiment la pierre angulaire de tout le raisonnement. L'idée est simple, mais elle est très puissante. Une civilisation, au fond, ne tient que si ses membres sont capables de se sacrifier pour quelque chose de plus grand qu'eux. Si cette idée disparaît, eh bien tout l'édifice risque de s'effondrer. La première partie de l'analyse s'attaque à ce que l'auteur, lui, appelle les sornettes. Alors attention, il ne s'agit pas juste d'idées fausses, non. Ce sont des croyances collectives qui, selon lui, sont non seulement acceptées, mais carrément imposées par la majorité. Et ça l'amène à se poser une question qui est absolument fondamentale. Et cette question, la voici. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur ne s'interroge pas seulement sur la crédulité de chacun. Il va plus loin. Il s'interroge sur le mécanisme social qui pousse ceux qui croient à ces sornettes à vouloir forcer tout le monde à y adhérer. C'est une vraie question sur la pression sociale et le conformisme. Alors, pour prouver ce qu'il avance, l'auteur va prendre trois grands domaines régaliens où l'État, d'après lui, fait des promesses grandioses qu'il est tout simplement incapable de tenir. Et son objectif, c'est de montrer comment ces promesses non tenues créent une sorte de cycle de dépendance et justifient un contrôle de plus en plus grand. Et on commence tout de suite avec le premier exemple, la sécurité routière. Pour l'auteur, c'est vraiment le symbole d'un système qui prétend nous offrir une sécurité absolue, mais qui, en réalité, se contente d'imposer des règles qu'il juge arbitraires. Cette illusion de sécurité, eh bien, elle servirait en fait de prétexte à un contrôle permanent. Là, on voit bien le face-à-face. D'un côté, la promesse de l'État, protéger tout le monde de la mort sur la route. De l'autre, le verdict de l'auteur. Non seulement c'est un échec, parce que, soyons honnêtes, le risque zéro, ça n'existe pas, mais ce système de sanctions et de taxes viendrait carrément empêcher le conducteur de se forger sa propre expérience, son propre sens des responsabilités. On passe au deuxième gros morceau que l'auteur analyse, la santé. Cette caricature, elle illustre parfaitement sa vision, une immense richesse collective, la prospérité, qui est en gros dévorée toute crue par un système de santé qui fait des promesses infinies et qui a des coûts exorbitants. Et là encore, la logique est exactement la même. L'État promet de nous protéger de la maladie, une promesse qui, par définition, est impossible à tenir. Pour l'auteur, l'État n'est pas un médecin. Et cet engagement irréalisable serait en fait le prétexte parfait pour justifier un monopole d'assurance qui coûte cher et qui est contraignant pour tout le monde. Troisième et dernier cas d'étude, l'éducation. L'image est très critique, celle de l'université de Tolbiac, et elle est choisie ici pour bien symboliser ce que l'auteur perçoit comme la faillite totale du système éducatif étatique. Un système qui, selon ses propres termes, produit des illuminés sans lumière. Et pour bien marquer le coup, l'auteur balance un chiffre, plus de 50 milliards d'euros pour le budget de l'éducation nationale. C'est énorme. Il utilise cette expression un peu ironique de « chère gratuité » pour bien pointer du doigt ce qu'il voit comme un fossé, un véritable gouffre entre l'argent investi et les résultats finaux. Alors là, le verdict de l'auteur, il est sans appel. D'un côté, on a les promesses de compétences, d'un avenir brillant. De l'autre, la dure réalité. Un chômage des jeunes qui reste très élevé et une fuite des cerveaux. Pour lui, c'est encore une fois un système qui fait des promesses qu'il ne tient pas, qui coûte une fortune à tout le monde, mais qui, au final, ne semble même pas profiter à ceux pour qui il est fait. Alors, ce qui est très fort dans ce texte, c'est qu'après chaque exemple, l'auteur utilise une technique, une sorte de gimmick littéraire, pour vraiment marteler son propos. Il insère ce qu'il appelle lui-même le refrain de la soumission, une sorte de petit mantra qui incarne la voix de l'autorité. Ce petit poème, c'est un peu comme s'il incarnait la voix de l'État ou de ceux qui le défendent. Et en le répétant comme ça, à chaque fois, l'auteur cherche vraiment à nous faire ressentir un sentiment d'oppression et à illustrer le discours qui, selon lui, cherche à nous culpabiliser et à nous forcer à obéir, sans jamais poser de questions. Et là, attention, après toute cette critique des grands systèmes collectifs, le ton change du tout au tout. On quitte l'analyse générale et on entre dans quelque chose de très personnel, de très direct, une demande formulée à la première personne. Voilà, on est au cœur du réacteur, si on peut dire. C'est ça sa demande. Ce n'est plus de la théorie, là. C'est une demande presque existentielle, le droit de vivre et d'agir en dehors du cadre de l'État. C'est une aspiration à l'autonomie totale, qui sonne comme un vrai défi. Le gant est jeté, en quelque sorte, à tous ceux qui défendent l'État. L'auteur remet en question ce qu'il voit comme une sorte d'incapacité à ne serait-ce qu'imaginer une vie autonome, une vie qui serait basée sur la responsabilité de chacun plutôt que sur la protection et la contrainte de tous. Et on arrive à la conclusion, qui pousse vraiment la logique jusqu'au bout. Le débat n'est plus seulement politique ou économique, il devient carrément moral. L'auteur le résume en un choix binaire, sans nuance, presque brutal.
entre deux postures humaines fondamentales. Et pour donner un visage à ce choix, l'auteur utilise cette photo, cette image incroyablement forte d'Auguste Landmesser, cet homme qui reste seul, les bras croisés, à refuser le salut nazi au milieu d'une foule immense. Pour lui, c'est l'incarnation même, le symbole ultime du courage de l'individu face à la tyrannie du groupe. À partir de là, l'auteur lance une rafale de questions finales de plus en plus directes et personnelles. Il ne demande plus de justifier l'existence de l'État, mais plutôt de justifier la force nécessaire pour le maintenir. La vraie question devient, jusqu'où est-on prêt à aller pour forcer quelqu'un qui refuse de se soumettre ? Et là, on atteint le sommet de la provocation. En parlant de violence physique, l'enfermement, la torture et même la mort, l'auteur met ses contradicteurs au pied du mur, face aux conséquences les plus extrêmes de leur propre logique. Le débat philosophique se transforme en une question de vie ou de mort. Voilà donc le choix final tel que l'auteur nous le présente. Pas de zone grise, pas de juste milieu. Soit on choisit d'être un homme courageux, c'est-à-dire libre, et qui respecte la liberté des autres, soit on devient un lâche et un tyran, celui qui, au fond, utilise la force de l'État pour imposer sa vision et peut-être même ses peurs à tout le monde. Et c'est sur cette dernière question, laissée comme ça en suspens, que l'analyse se termine. C'est une interpellation qui demande à chacun, finalement, de choisir son camp. Alors faut-il être un individu libre ou bien un serviteur prêt à se sacrifier et à sacrifier les autres sur l'autel de cette grande entité qu'est l'État ? Le texte laisse cette question totalement ouverte.